Silence. Le désert ne connaît aucun autre son que le murmure du vent qui déplace le sable des temps. Mais ici, à 185 km au nord-est de Gizeh, même le vent semble s'arrêter. Cet endroit s'appelle Tanis. Les anciens Égyptiens l'appelaient Janet. Dans la Bible, il est connu sous le nom de Tsoan. Aujourd'hui, c'est simplement un champ de ruines carbonisées et de colosses brisés. Lorsque les premiers explorateurs sont arrivés ici au XIXe siècle, ils ont vu un tableau apocalyptique. Des statues gigantesques en granit, chacune pesant des dizaines de tonnes, n'étaient pas seulement renversées, elles étaient brûlées. Leur surface avait fondu, se transformant en une croûte vitreuse comme si elles avaient regardé au cœur même d'un haut fourneau. Les colonnes de pierres massives comme les troncs d'arbres anciens avaient été réduites en morceaux comme des jouets d'un dieu en colère. La question qui flottait dans l'air brûlant à l'époque et n'a toujours pas trouvé de réponse était terriblement simple. Qu'est-ce qui peut faire fondre le granit? La température nécessaire pour cela dépasse 1200 degrés Celsius. Aucun feu ordinaire, même le plus féroce, n'est capable d'un tel exploit. Ce n'était pas simplement une tragédie. C'était un témoignage de l'utilisation de forces de technologie qui, selon notre histoire, ne pouvaient tout simplement pas exister à cette époque. La version officielle dit que la ville a été abandonnée, qu'elle est tombée en ruine. Mais les trésors laissés derrière et les traces de température extrêmement élevées racontent une toute autre histoire. Une histoire non pas de déclin mais de destruction catastrophique soudaine. Et cette histoire n'est qu'un fil dans un enchevêtrement de mystères qui s'étend à travers toute l'histoire de l'humanité. Une destruction catastrophique à la fin de laquelle se trouvent les dernières reliques d'un monde que nous avons depuis longtemps oublié. Ce n'est pas simplement un récit du passé, c'est une enquête sur l'impossible. Et elle commence ici parmi les pierres fondues de Tanis avec une question qui pourrait tout changer. Que s'est-il réellement passé avec le monde ancien? Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des gratifications. Merci. Pour trouver la réponse, nous devons nous rendre là où l'idée même d'éternité a été incarnée dans la pierre, sur le plateau de Gizeh, un lieu si emblématique qu'il est devenu le synonyme même de l'Égypte. Des millions de personnes se tiennent chaque année au pied de la Grande Pyramide, ressentant son échelle inimaginable. Nous la regardons et pensons connaître son histoire. On nous dit que c'est la tombe d'un pharaon de la 4e dynastie nommé Khéops, construite il y a environ 4500 ans. On nous dit qu'elle a été érigée par des dizaines de milliers de travailleurs avec des ciseaux en cuivre et des traîneaux en bois. Nous acceptons cette histoire parce qu'elle est commode. Elle s'inscrit dans notre conception linéaire du progrès des outils primitifs aux technologies modernes. Mais que se passerait-il si cette histoire n'était qu'une façade, un écran commode cachant une vérité si stupéfiante que nous avons peur de même y penser? La vérité est que la Grande Pyramide est une anomalie. Elle ne s'inscrit pas dans son époque. Elle ne s'inscrit même pas dans le contexte des autres pyramides égyptiennes plus tardives qui ne sont que de pauvres copies en ruine. La Grande Pyramide est une merveille d'ingénierie qui défie non seulement les technologies de son époque supposée, mais aussi les nôtres. 2 300 000 blocs de pierre, chacun pesant entre 2,5 et 15 tonnes, sont ajustés les uns aux autres avec une précision qui laisse les ingénieurs modernes sans voix. Les espaces entre les blocs sont si petits qu'il est impossible d'y glisser la lame d'un couteau. C'est que les 4 côtés sont presque parfaitement orientés selon les points cardinaux avec une erreur de seulement 306 degrés. Une erreur probablement causée par le mouvement des plaques tectoniques au fil des millénaires et non par une erreur des bâtisseurs. Et ce n'est que le début. À l'intérieur de ce géant de pierre se cache un labyrinthe de couloirs et de chambres, dont la fonction reste encore l'objet de vives controverses. L'égyptologie officielle insiste, c'est une tombe. Mais il y a un détail gênant. Aucune momie n'a jamais été trouvée dans la Grande Pyramide. Aucun pharaon. Le sarcophage dans la soi-disant chambre du roi est vide. De plus, il est trop grand pour être passé à travers les passages étroits. Il a été installé là pendant la construction. Mais pourquoi? Et pourquoi est-il si grossièrement taillé alors que les murs de la chambre sont réalisés avec une précision laser? Ce n'est pas simplement une tombe, c'est quelque chose d'autre. Quelque chose qui amène certains chercheurs à poser une question hérétique. Et si les anciens Égyptiens n'avaient pas construit la Grande Pyramide? Et s'ils l'avaient trouvée? Et s'ils, comme nous, se tenaient à son pied plein d'émerveillement et de perplexité et décidaient d'utiliser ce mécanisme ancien et incompréhensible à leur fin, le transformant en un lieu sacré pour leurs dirigeants? Cette pensée semble blasphématoire. Elle sape les fondements de notre compréhension de l'histoire. Mais plus nous plongeons dans les mystères du plateau de Gizeh, plus nous trouvons de preuves en faveur de cette version incroyable.
Notre enquête ne commence pas par les sommets des pyramides, mais par leur base, et même plus profondément. Pendant des décennies, l'attention s'est concentrée sur la Grande Pyramide. Les deux autres, les pyramides de Képhren et de Menkaure, ainsi que des dizaines de structures plus petites, sont restées dans son ombre. Des travaux archéologiques ont été menés, mais souvent de manière superficielle. Personne ne s'est même donné la peine de dégager complètement les bases de toutes les pyramides. Cela semble absurde, mais c'est un fait. Sous les couches de sable accumulées au fil des millénaires, tout peut se cacher. Et pas seulement sous le sable. Le plateau de Gizeh lui-même n'est pas simplement un massif rocheux. Il est découpé par un réseau de tunnels de mines et de cavernes comme un gigantesque fromage suisse. C'est un véritable monde souterrain dont la science officielle préfère ne pas parler. Ce n'est que ces dernières années, grâce à des chercheurs indépendants et à des fuites d'informations, que l'ampleur de ce complexe souterrain commence à se clarifier. Il existe des cartes établies au XIXe siècle qui marquent les entrées de ces tunnels. Certains d'entre eux mènent à d'énormes chambres inondées taillées dans la roche avec une précision incroyable. L'un de ces systèmes, connus sous le nom de tombeau d'Osiris, est une mine à plusieurs niveaux descendant à plus de 30 mètres de profondeur et se terminant par une chambre avec un sarcophage entouré d'eau comme une île. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de déployer des efforts titanesques pour tailler ces structures profondément sous terre? La réponse officielle, comme toujours, est simple, ce sont des tombes. Mais encore une fois, aucune dépouille, aucune inscription funéraire claire. Juste des boîtes de pierre vides et un sentiment de mystère beaucoup plus ancien que l'époque des pharaons. Ces structures souterraines défient la chronologie traditionnelle. Les traces d'érosion aquatique sur le sphinx et sur les murs de la fosse qui l'entourent indiquent que ces monuments sont beaucoup plus anciens que ce que l'on pense. Des géologues comme Robert Schoch soutiennent que cette érosion n'a pu être causée que par des pluies abondantes qui n'ont pas eu lieu en Égypte depuis au moins 7000 ans. Cela repousse la date de création du Sphinx et peut-être de tout le complexe de Gizeh dans les profondeurs de la préhistoire, à une époque dont nous ne savons pratiquement rien. Que se passerait-il si le plateau de Gizeh n'était pas simplement un nécropole, mais quelque chose comme un centre de commandement, un ancien complexe technologique dont les parties terrestres et souterraines étaient indissolublement liées? Cette idée semble fantastique, mais examinons les faits. Pendant des milliers d'années, la Grande Pyramide est restée silencieuse et inaccessible. Son revêtement initial en calcaire blanc lisse, brillant au soleil, n'avait aucune entrée visible. Tous les passages étaient scellés de l'intérieur. Le premier à troubler son sommeil fut le calife de Bagdad Al-Mamoun. En 820 après Jessé, obsédé par les légendes de trésors inestimables et de connaissances secrètes cachées à l'intérieur, il ordonna à ses ouvriers de percer un tunnel. Ils travaillèrent pendant des semaines, brisant la pierre à l'aveugle, jusqu'à ce que, selon la légende, ils entendent le bruit d'une pierre tombant au loin. Changeant de direction, ils finirent par percer un passage descendant. Ce qu'ils firent ensuite est stupéfiant. Ils n'entrèrent pas simplement, ils piratèrent le système. Al-Mamoun et ses hommes trouvèrent l'entrée originale située à 17 mètres de hauteur sur le mur nord. De là, le passage descendant s'enfonce à un angle de 26 degrés dans le roc de la pyramide. Il s'étend sur 105 mètres et se termine par une chambre brutement taillée inachevée connue sous le nom de fosse. Sa fonction est un mystère. Peut-être était-ce le projet initial de la chambre funéraire abandonnée par la suite. Mais le plus intéressant n'était pas en bas, mais en haut, environ à mi-chemin du passage descendant. Si l'on regarde de près, on peut apercevoir dans le plafond une dalle de granit. C'est un bouchon. Derrière elle commence un autre couloir montant. Les hommes d'Al-Mamoun, incapables de déplacer les bouchons de granit, percèrent simplement un tunnel de contournement dans le calcaire plus tendre. Ils ouvrirent devant la boîte de Pandore. Le passage montant étroit et raide a les mêmes dimensions que le passage descendant. Il monte sur 39 mètres et ce voyage change tout. Soudain, le passage étroit s'élargit et se transforme en l'une des réalisations architecturales les plus impressionnantes de l'Antiquité, la Grande Galerie. Imaginez un couloir long de près de 47 mètres et haut de plus de 8,5 mètres. Ces murs faits de blocs de pierre parfaitement polis montent vers le haut, se rétrécissant et formant un plafond voûté. Ce n'est pas simplement un passage. C'est une œuvre d'art et d'ingénierie. Le long des murs s'étendent de rampes et en elles sont taillées les 27 paires de rainures. À quoi servaient-elles? La version officielle dit qu'elles étaient utilisées pour déplacer les blocs de granit qui scellaient le passage montant après les funérailles du pharaon. Mais cette théorie ne tient pas.
Le système semble trop complexe pour une tâche aussi simple. Certains chercheurs, comme l'ingénieur Christopher Dunn, ont proposé une hypothèse plus audacieuse. Il a suggéré que les rainures pouvaient servir à installer des résonateurs ou d'autres équipements technologiques. L'acoustique de la grande galerie est unique. Les sons résonnent et s'amplifient ici. Que se passerait-il si tout ce système n'était pas une tombe, mais une gigantesque machine, une centrale énergétique, comme le pensent certains, ou un dispositif de communication? À la fin de la grande galerie se trouve un passage horizontal menant au cœur même de la pyramide à la chambre du roi. Mais avant d'y entrer, tournons dans un autre couloir moins visible qui part du début de la galerie. Il mène à la soi-disant chambre de la reine. Cette pièce est plus petite avec un plafond en pente et complètement vide aussi. Dans ces murs, il y a 2 puits étroits longtemps considérés comme des conduits de ventilation. Mais en 1993, grâce à un petit robot Lupaout 2, une découverte choquante a été faite. Les puits ne mènent nulle part. Ils se terminent par des portes en pierre avec des poignées en cuivre. En 2002, une nouvelle porte a été percée, et la chambre derrière elle était vide mais menait à une autre barrière, la troisième. Que cachent ces portes? Pourquoi les bâtisseurs ont-ils créé ces puits scellés complexes menant nulle part? Revenons à la grande galerie et avançons jusqu'au bout. Un passage bas oblige à se plier en deux avant de se redresser dans la chambre du roi. La sensation ici est complète et complètement différente. Les murs et le sol sont entièrement revêtus de dalles de granit rouge d'Aswan. Le plafond est plat. Il est constitué de 9 poutres monolithiques en granit, chacune pesant environ 50 tonnes. Et ici au centre, il est là. Le sarcophage. Taillé dans un seul bloc de granit, il est simple et dépourvu de toute décoration. Le couvercle est absent. Et comme nous l'avons déjà dit, il est vide. Mais le plus étonnant, ce n'est pas ce qui se trouve dans la chambre, mais ce qui est au-dessus d'elle. Au-dessus du plafond de la chambre du roi se cachent 5 chambres de décharge. Ce sont de faibles cavités séparées par d'énormes dalles de granit destinées à supporter le poids colossal de la maçonnerie supérieure. C'est ici sur les murs de ces pièces cachées non destinées à être visitées que l'on a trouvé les seules inscriptions de toute la pyramide contenant le nom Khéops. Cela est devenu le principal argument des partisans de la version officielle. Mais ici aussi il y a des problèmes. Les inscriptions sont faites à la peinture rouge grossière, contiennent des fautes d'orthographe et semblent avoir été gravées par des ouvriers. Certains chercheurs, comme Zakaria Sitchin, ont affirmé qu'il s'agissait d'une contrefaçon réalisée au XIXe siècle par les découvreurs de ces chambres pour confirmer leur théorie. Cette hypothèse est contestée, mais elle montre à quel point les preuves sur lesquelles repose toute l'histoire officielle de la pyramide sont fragiles. Et il semblait que la Grande Pyramide avait révélé tous ses secrets. Les débats se poursuivaient, mais aucune nouvelle donnée n'émergeait. Tout a changé en 2015 lorsque le projet international Scan Pyramids a été lancé. Des scientifiques d'Égypte, de France, du Canada et du Japon ont décidé de jeter un œil à l'intérieur de la pyramide sans déplacer une seule pierre. Ils ont utilisé les technologies non invasives les plus avancées, la thermographie infrarouge, la modélisation 3D et surtout la radiographie aux muons. Les muons sont des particules élémentaires qui naissent dans les couches supérieures de l'atmosphère lors de la collision des rayons cosmiques avec les atomes. Ils tombent sur Terre comme une pluie et peuvent traverser des centaines de mètres de pierre. En enregistrant le flux de muons passant à travers la pyramide, les scientifiques peuvent établir une carte de sa densité interne. Là où il y a plus de muons, il y a un vide. Là où il y en a moins, il y a de la pierre dense. Les résultats ont été publiés en 2017. Ils ont retenti comme un tonnerre dans un ciel clair. Au-dessus de la grande galerie, au cœur même de la pyramide, une énorme cavité auparavant inconnue a été découverte. Elle a été nommée la grande vide scan des pyramides de Big White. Sa longueur est d'au moins 30 mètres et sa section est coupée, c'est comparable à celle de la grande galerie. Elle est là. Elle est réelle. Mais qu'est-ce que c'est? À quoi sert-elle? Les égyptologues se sont empressés de déclarer qu'il s'agissait probablement d'une autre chambre de décharge ou d'une rampe intérieure utilisée lors de la construction. Mais son emplacement et ses dimensions ne correspondent pas tout à fait à ces théories. Elle semble isolée. Elle semble intentionnelle. La découverte de la grande vide a été un tournant. Elle a prouvé que nous ne savons pas la moitié de la vérité sur la grande pyramide. Elle a ouvert la porte à des hypothèses audacieuses.
Que se passerait-il si ce vide n'était pas simplement un élément de construction, mais la clé pour comprendre la véritable fonction de la pyramide? Que se passerait-il s'il y avait une véritable chambre cachée contenant des informations ou des artefacts qui renverseraient notre compréhension de l'histoire? L'enquête a atteint un nouveau niveau. Ce n'était plus simplement une bataille d'interprétation des anciennes découvertes. C'était une course pour jeter un œil à ce nouveau vide mystérieux. La Grande Pyramide semblait à nouveau parler, posant à l'humanité une nouvelle énigme. Le mystère de la Grande Pyramide n'existe pas dans un vide, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Autour d'elle, sur le plateau de Gizeh et à travers l'Égypte, des artefacts sont également en forte contradiction avec l'histoire officielle. En 1954, au pied sud de la pyramide, l'archéologue Kamal El-Malla a découvert 2 fosses scellées. À l'intérieur, en morceaux, se trouvaient 2 bateaux de taille réelle en cèdre du Liban. L'un d'eux, connu sous le nom de bateau solaire, a été minutieusement assemblé et est aujourd'hui exposé dans un musée. Sa longueur dépasse 43 mètres. La construction impressionne par sa complexité et son élégance. Les pièces en bois sont assemblées sans un seul clou grâce à un système complexe d'assemblage et de liens en corde. On nous dit que ces bateaux étaient donc destinés au voyage du pharaon dans l'au-delà avec le dieu Ra. Une belle histoire. Mais pourquoi démonter un bateau en 1204 pièces et l'enterrer dans une fosse hermétique? N'était-il pas plus simple de l'enterrer entier? Certains théoriciens suggèrent qu'il s'agissait d'une sorte de kit à assembler laissé par une civilisation plus ancienne. Une autre découverte déroutante est celle des soi-disant tombes des bâtisseurs de pyramides découvertes dans les années 1990. On y a trouvé les restes de personnes qui, selon les dires, étaient des ouvriers. L'analyse des squelettes a montré qu'ils bénéficiaient d'une bonne alimentation et de soins médicaux, ce qui contredit le mythe du travail des esclaves. Mais ces personnes étaient-elles vraiment des bâtisseurs de la Grande Pyramide ou étaient-elles des restaurateurs, un personnel de service vivant ici des millénaires plus tard? Les inscriptions dans les tombes datent de l'époque des pharaons, mais cela ne prouve pas qu'ils ont construit le complexe mégalithique lui-même. Ils auraient pu construire leur modeste tombe en briques d'argile à côté d'une structure ancienne et sacrée déjà existante pour eux. Mais peut-être que l'exemple le plus frappant d'anomalie technologique a été trouvé non pas à Gizeh mais à Saqqara. C'est le soi-disant disque de Saqqara, un artefact en albâtre ressemblant à une hélice à 3 pales ou à un volant avec un moyeu central et des bords incurvés. Il a été trouvé dans la tombe d'un fonctionnaire nommé Sabou et date de la première dynastie, c'est-à-dire d'environ 5000 ans. Sa fonction est totalement incompréhensible. La version officielle est que c'est un plateau pour des fleurs ou un vase rituel, mais sa forme est trop complexe et aérodynamique pour un but aussi utilitaire. Il ressemble à une pièce d'un mécanisme qui ne devrait pas exister à cette époque. Ces découvertes, les bateaux, les tombes, les disques mystérieux, ainsi que les nombreuses vases en pierre taillées dans les roches les plus dures, avec une précision incroyable, racontent toutes la même histoire. Une histoire de rupture technologique. Nous voyons des outils primitifs à côté d'artefacts nécessitant un traitement mécanique pour leur création, comme si 2 civilisations différentes existaient dans un côte à côte. Ou plus probablement, une civilisation était venue sur les ruines d'une autre et avait essayé de copier, d'imiter et d'utiliser ce qui restait de ses prédécesseurs. La découverte de la Grande Vide et l'analyse des artefacts anormaux nous obligent à revoir complètement notre vision du monde ancien. Le modèle linéaire du progrès de l'homme des cavernes jusqu'à nous est en train de se fissurer. Les données suggèrent un autre modèle cyclique. Un modèle dans lequel de grandes civilisations émergent, atteignent des sommets incroyables, puis périssent dans des cataclysmes globaux, laissant derrière elles seulement des connaissances fragmentaires et des ruines que les cultures suivantes moins développées tentent de comprendre. Cela est activement développé par le chercheur Randall Carlson. Il n'est ni historien ni archéologue. C'est un géologue. Et il lit l'histoire non pas dans des papyrus, mais dans la terre elle-même, dans les couches de sédiments, dans les cicatrices du paysage. Carlson a rassemblé une énorme quantité de données géologiques indiquant qu'il y a environ 12 800 ans, la Terre a connu une catastrophe de portée planétaire. Cette période est connue sous le nom de Younger Dryas. Le climat de la planète a changé de manière brusque et catastrophique. La période glaciaire qui était déjà sur le point de se terminer est soudainement revenue avec une nouvelle force. Des mammifères géants, mammouths, mastodontes, tigres à dents de sabre ont disparu massivement.
À travers l'Amérique du Nord et l'Europe, on trouve une couche noire, un mince dépôt de matière charbonneuse rempli de nanodiamants, de microsphères et d'iridium. Tous ces éléments sont des signes irréfutables d'une collision avec une comète ou ses fragments. Imaginez un monde avant cette catastrophe. Peut-être était-ce l'âge d'or, cette Atlantide dont parlent les mythes. Une civilisation hautement développée, possédant des connaissances en astronomie, en ingénierie, peut-être même en physique, dont nous commençons à peine à soupçonner l'existence. Les pyramides de Gizeh, avec leur précision mathématique et leur orientation astronomique, pourraient donc être l'un des héritages de cette civilisation. Pas des tombes, mais une sorte de machine de survie. Des refuges, des observatoires, des sources d'énergie que nous ne connaissons pas. Mais leur construction, capable de résister pratiquement à n'importe quel désastre imaginable, parle d'elle-même. Puis survient l'impact. Des glaciers énormes recouvrant l'Amérique du Nord fondent instantanément. Des milliards de tonnes d'eau se précipitent dans l'océan. Provoquant des méga-tsunamis de dimension biblique, le niveau des océans monte de centaines de mètres, inondant des villes côtières à travers le monde. La poussière et la suie des incendies obstruent le soleil, provoquant un refroidissement brutal. La civilisation est renvoyée à l'âge de pierre. Les survivants perdent la majeure partie de leurs connaissances, ne conservant que des fragments qui, au fil du temps, se transforment en mythes et en légendes. Les mythes sur le grand déluge existent pratiquement chez tous les peuples du monde. Des mythes sur des dieux descendus des cieux et ayant donné aux hommes des connaissances. Que se passerait-il si l'épopée de Gilgamesh n'était pas simplement une invention Gilgamesh, roi d'Uruk, qui aurait régné vers 2700 avant notre ère? Après la mort de son ami Enkidu, il part à la recherche de l'immortalité. Il cherche Utnapishtim, un homme qui a survécu au grand déluge. Cette histoire a toujours été considérée comme un mythe résonnant avec l'histoire biblique de Noé. Mais que se passerait-il si c'était un souvenir déformé d'événements réels? Que se passerait-il si Gilgamesh ne cherchait pas l'immortalité au sens mystique, mais l'accès aux technologies et connaissances perdues d'une civilisation précédente qui pourrait prolonger la vie ou protéger contre de futures catastrophes? Dans ce contexte même, les théories les plus controversées, comme celle de Zecharia Sitchin, commencent à apparaître sous un autre jour. Sitchin, basé sur son interprétation des tablettes cunéiformes sumériennes, a affirmé qu'il existe une autre planète dans notre système solaire, la 12e planète Nibiru, avec une orbite elliptique et une période de révolution de 300-600 ans. Selon sa théorie, les habitants de cette planète, les Anunnakis, visitaient la Terre dans l'Antiquité, créant l'homme par ingénierie génétique et lui transmettaient des connaissances. La communauté scientifique rejette la théorie de Sitchin comme pseudoscience, car il n'existe aucune donnée astronomique confirmant l'existence de Nibiru. Cependant, si l'on écarte l'interprétation littérale, que se passerait-il si les textes sumériens décrivaient autre chose? Que se passerait-il si Nibiru n'était pas une planète, mais une métaphore d'un cataclysme cyclique, par exemple le passage périodique d'un essaim de comètes à travers la partie interne du système solaire qui, tous les quelques milliers d'années, provoque un bombardement céleste sur la Terre? Et les Anunnakis ne seraient pas des extraterrestres, mais des survivants d'une ancienne civilisation terrestre hautement développée que des peuples primitifs prenaient pour des dieux. Cette interprétation permet de concilier mythe et science. Elle ne nécessite pas de croire aux extraterrestres, mais reconnaît que les textes anciens peuvent contenir un grain de vérité déformé par des millénaires de transmission orale et écrite. Il nous parle de la cyclicité du temps, que notre histoire n'est pas une ligne droite, mais une spirale de hauts et de bas. Et dans ce nouveau tableau du monde, la Grande Pyramide cesse d'être simplement une tombe. Elle devient un témoin silencieux, un phare ayant survécu au déluge, un monument d'une civilisation qui savait beaucoup plus sur les cycles du cosmos que nous, et peut-être nous a-t-elle laissé un avertissement codé dans la pierre. Mais l'histoire n'est pas seulement faite de mégalithes géants et de catastrophes globales, elle concerne aussi les destins de personnes concrètes dont les histoires deviennent des légendes. Et l'une de ces légendes enveloppées de mystères pendant 2 millénaires est l'histoire de la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre. Sa vie était une drame de l'envergure de Shakespeare, amour, pouvoir, trahison et mort tragique. Mais après sa mort en 30 avant notre ère, l'histoire s'interrompt. Nous ne savons pas où elle est enterrée. Les Romains ayant conquis l'Égypte aurait probablement détruit sa tombe pour effacer toute mémoire d'elle, mais son amant Marc-Antoine a été enterré avec elle. Cela laissait penser que leur dernier repos devait être secret mais digne de leur statut. Pendant des siècles, des chasseurs de trésors et des archéologues ont cherché sa tombe à Alexandrie, mais en vain. La ville a été reconstruite plusieurs fois, a souffert de tremblements de terre et a été submergée par les eaux. Il semblait que le mystère était perdu à jamais. Mais au début du XXIe siècle, un joueur inattendu est apparu.
Pas un archéologue chevronné, mais une avocate de la République dominicaine nommée Kathleen Martinez. Elle était obsédée par Cléopâtre depuis son enfance, mais pas celle des films hollywoodiens, plutôt la vraie femme intelligente, instruite parlant 9 langues, une brillante politicienne qui a presque créé un nouvel empire hellénistique. Martinez était convaincue que Cléopâtre, se considérant comme l'incarnation de la déesse Isis, n'aurait jamais permis d'être enterrée dans la bruyante Alexandrie. Elle aurait choisi pour son dernier repos un lieu sacré, un temple dédié à Isis. En fouillant des tonnes de textes anciens, elle est tombée sur une mention du temple de Taposiris Mania, situé à 50 km à l'ouest d'Alexandrie. C'était une hypothèse audacieuse allant à l'encontre de l'opinion générale. En 2005, ayant vendu tous ses biens, Martinez est venu en Égypte et a réussi à convaincre le président du Conseil suprême des Antiquités de l'époque, le célèbre Zahi Hawass, de lui donner une chance. Ce qui a commencé comme une aventure s'est transformé en l'une des enquêtes archéologiques les plus passionnantes de notre époque. L'équipe de Martinez a commencé les fouilles. Année après année, ils ont trouvé des artefacts confirmant sa théorie. Des pièces de monnaie avec l'image de Cléopâtre, des statues décapitées indiquant une profanation romaine. Des puits funéraires avec des momies de style gréco-romain. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un important site funéraire de l'époque ptolémaïque. Puis, ils ont découvert sous le temple un immense tunnel taillé dans la roche. Une merveille d'ingénierie que la presse a immédiatement qualifiée de miracle géométrique. Le tunnel menait à une série de chambres inondées. Les recherches se poursuivent encore aujourd'hui. La tombe a-t-elle été trouvée? Pas encore. Mais Kathleen Martinez est convaincue qu'elle est sur le point de faire la plus grande découverte. Et son histoire est un exemple de la façon dont une personne obsédée par une idée peut changer le cours de l'histoire, amenant le monde à reconsidérer ce qui semblait depuis longtemps connu. Parfois, l'histoire lance des énigmes là où on ne les attend pas du tout. En juillet 2018, à Alexandrie, lors de travaux de construction, le godet d'une pelleteuse est tombé sur quelque chose de dur. C'était un gigantesque sarcophage en granit noir, 2 mètres de hauteur, 3 mètres de longueur, parfaitement lisse, sans aucune inscription. Et ce qui est le plus intriguant, c'est que le joint entre le couvercle et le fond était scellé par une couche intacte de mortier. Pendant plus de 2000 ans, personne ne l'avait ouvert. La nouvelle a fait le tour du monde. Une rencontre avec la tête de buste ptolémaïque dont les traits s'étaient effacés jusqu'à devenir méconnaissables. Pendant que les scientifiques faisaient les comptes des hypothèses, une rumeur a commencé à circuler parmi le peuple et sur Internet. Une rumeur de malédiction. Il ne faut pas ouvrir le sarcophage. Cela apportera des malheurs au monde. On se souvenait de la malédiction de la tombe de Toutankhamon. Les autorités égyptiennes ont tenté de rassurer le public, mais la tension montait. Le jour J est arrivé. En direct sous l'œil de dizaines de caméras, les ingénieurs ont fixé des câbles sur le couvercle massif. La grue a tiré. La dalle de granit pesant 15 tonnes a commencé à bouger. D'abord d'1 millimètre, puis encore. Lorsque l'ouverture s'est formée, une odeur nauséabonde et suffocante s'est échappée de l'intérieur. L'odeur de la décomposition concentrée pendant des millénaires dans cet espace hermétique. Les archéologues se sont reculés. Quand l'air s'est un peu clarifié, ils ont jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y avait ni or ni trésor, ni momie royale. Le sarcophage était rempli jusqu'au sommet d'un liquide trouble et rougeâtre avec des eaux précises qui avaient pénétré à l'intérieur par une fissure transformant le contenu en une soupe répugnante. Dans ce liquide flottaient les restes de 3 personnes. 3 squelettes entassés ensemble sans ordre. Le monde a poussé un soupir de soulagement mêlé d'un léger déception. Pas de Alexandre, pas de malédiction. Le président du Conseil suprême des Antiquités, Mustapha Ouaziri, a plaisanté. Nous l'avons ouvert et Dieu merci, la malédiction ne nous a pas touchés. Mais le mystère subsistait. Qui étaient ces 3 personnes? Pourquoi ont-ils été enterrés ensemble dans un sarcophage si immense et coûteux? L'analyse initiale a montré qu'il s'agissait de 2 hommes et d'une femme. Sur l'un des crânes, une marque de blessure a été trouvée probablement causée par une flèche. Ce pouvaient être des guerriers ou simplement des citoyens de haut rang morts dans l'une des nombreuses batailles de cette époque. Mais ce qui était le plus intéressant a été découvert au fond lorsque le liquide a été pompé. 3 petites feuilles d'or avec des symboles gravés dessus. Peut-être des amulettes pour l'au-delà. L'histoire du sarcophage noir est une métaphore parfaite de l'archéologie. Elle est pleine d'attentes, de grandes découvertes et de trésors royaux, mais elle trouve le plus souvent simplement des gens, leurs os, leurs histoires, leurs petites amulettes en or laissées dans l'espoir d'éternité. Et cela peut-être vaut plus que n'importe quel or. Nous avons commencé notre enquête parmi les ruines fondues de Tanis, et l'avons terminée en regardant dans le sarcophage inondé d'Alexandrie. Nous avons parcouru les couloirs de la Grande Pyramide, exploré ses vides cachés, et nous nous sommes posé la question.
Et si elle avait été construite non par ceux que nous pensons et non pour les raisons qui nous sont dites, nous avons vu comment les données géologiques indiquent une catastrophe mondiale qui a effacé une partie entière de l'histoire humaine, ne laissant derrière elle que des mythes sur un déluge et des dieux. Ce nouveau tableau du passé est à la fois effrayant et fascinant. Il nous prive de nos repères habituels, mais en échange, il nous donne quelque chose de plus, la compréhension que nous sommes peut-être une espèce amnésique. Une civilisation qui construit son avenir sur les ruines d'un monde oublié infiniment plus ancien et peut-être plus sage. Les questions sans réponse se multiplient. Que s'est-il réellement passé à Tanis? Quelle force est capable de faire fondre le granit? Que cache la grande vide à l'intérieur de la grande pyramide? Et oserons-nous un jour y jeter un œil? Nos ancêtres ont-ils été témoins ou même victimes de cataclysmes cosmiques dont la mémoire nous est parvenue sous forme de mythes? Sur Nibiru et des batailles célestes, et Kathleen Martinez trouvera-t-elle la tombe de Cléopâtre, la dernière souveraine d'un monde à l'aube de l'oubli? Nous ne pouvons pas donner de réponse définitive. Mais l'existence même de ces questions change tout. Elle nous pousse à regarder les pierres anciennes non pas comme des monuments morts, mais comme des messages codés. Peut-être que le plus grand mystère de l'histoire n'est pas ce que nous n'avons pas encore trouvé, mais ce que nous avons désappris à voir, ce qui a toujours été devant nos yeux. L'histoire n'est pas un texte figé dans un manuel. C'est une enquête en cours et chacun d'entre nous peut en faire partie. Que pensez-vous de cela? Quelles autres énigmes de l'Antiquité vous font douter de la version officielle de l'histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre idée pourrait être la clé de la prochaine découverte. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Merci à tous d'avoir regardé.